Est-ce que vous avez une manière de mesurer la vie microbienne de vos sols, la vie de vos sols? Qu'est-ce que vous faites pour dire mon sol est en santé? Le manger? J'ai justement ici des échantillons de différents types de sols. Tiens, dites-moi donc, au goût, lequel? Non, ben écoute, en fait, vous n'êtes pas tellement loin dans la notion de santé. Je vais vous présenter un petit test qu'on a fait cet été dans différentes pratiques de sol. Et on a été même, nous autres, assez surpris. C'est le test des bobettes. Vous connaissez le test des bobettes? C'est vraiment très... Vous avez déjà entendu parler de ça? Ce qu'on fait, c'est qu'on prend des sous-vêtements. Ils doivent être en coton 100% et blanc, donc non aucun colorant. Et on les enterre dans le sol. On les met l'élastique va sortir à la surface du sol, 4 pouces, donc une dizaine de centimètres. Et après ça, les bobettes sont couchées sur le sol comme ça. Et on les laisse dans le sol un certain temps. Et plus il y a de vie microbienne dans le sol, plus les bobettes vont être décomposées. Alors, ici... On a des bobettes? Oh boy! Oh yeah! C'est pas ce qu'on met, là! C'est de la dentelle! C'est des colliers? Ça fait qu'on ne fait pas juste en parler, on le fait. Et ce qu'on voit ici, effectivement, ces bobettes-là, qui sont décomposées à seulement 10 étaient dans un sol qui était conventionnel, rotation très courte, voire même seulement une alternance. Quand on a 2 cultures, on ne parle pas de rotation, on parle d'une alternance, et labourée. Et les bobettes qui étaient pairées, donc à peu près à même pas 50 pieds l'une de l'autre, c'est la première bobette là-bas. Et ça, c'est un champ en semi-direct depuis plusieurs années, avec une rotation maïs, soya, céréales et légumes de conserverie. Et dans ce cas-là, on a 90 de la bobette qui a été décomposée. En fait, il reste seulement les coutures, puis parce que sur les coutures, ils mettent une petite zone de plastique pour renforcer la couture elle-même. Donc, 10 de décomposition ici, puis 90 de décomposition là. Et entre les deux, on a une prairie en semi-direct, et ça, c'est 3 champs qui sont aussi en semi-direct depuis plusieurs années. Et on compte ici 75 de décomposition. Après combien de temps? 2 mois. Oui. 2 mois seulement, ils sont rendus comme ça? Seulement 2 mois. C'est... Oui. T'es sûr de ça, vous? Je suis absolument sûre de ça. C'était pas les bonnes bobettes? Ben, en fait, c'était comme ça. Donc, tu couches pas dans le sol. L'idée, c'est que c'est des bobettes en coton parce que le coton doit avoir un rapport carbone-azote qui doit rouler autour de 18-20. Je n'ai pas été capable de le trouver précisément dans la littérature, mais pour qu'il soit attaqué aussi rapidement par les micro-organismes, il fallait que ce soit un rapport carbone-azote à peu près au niveau du fonctionnement des micro-organismes. Je suis à peu près convaincue que si je mets une bobette dans un sol conventionnel qui introduit des prairies, fait que sur un retour de prairie, je vais probablement me retrouver dans cette zone-là ici. Mais l'idée, c'est que quand on est en semi-direct, on laisse toute la nourriture sur le dessus du sol. Donc, on améliore beaucoup notre vie microbienne. Tandis qu'en conventionnel, la nourriture est sur un cycle normal, sur une rotation maïs, soya, céréales, puis même si j'avais eu la même rotation que là, j'aurais eu le même résultat. Parce que je laisse jamais rien pour favoriser la production. C'est un test qui est fait beaucoup en Ontario, ils le font aux États-Unis. En France, il a aussi été fait. Et il y a des compagnies d'analyse de sol, des laboratoires de sol qui maintenant ont développé leur propre modus operandi basé sur ce genre d'expérience-là pour faire des analyses de sol chez les producteurs agricoles. Alors, on a un autre test, on va voir les résultats un petit peu plus tard, où au lieu d'enfouir des bobettes, on a enfoui des sachets de thé. Et du thé rouge et du thé vert, parce que le niveau de décomposition n'est pas le même, le rythme de décomposition n'est pas le même. Et la combinaison des deux peut nous donner un indice aussi de
du fonctionnement de la matière organique dans le sol. Peu importe le type de sol qui va être utilisé, de le faire en comparable, de le faire dans des systèmes qui sont comparables les uns aux autres, vous allez avoir une marge de manœuvre. T'sais, quand moi je présente celui-là, puis qui sont à 50 pieds, là je suis dans le même climat, je suis dans le même type de sol, c'est juste deux systèmes que je compare. Il y en a un qui est définitivement beaucoup plus efficace que l'autre. Ce que je sais, par exemple, quand je vais parler avec ce producteur-là, c'est que je suis capable de lui dire, écoute, toi, tu es capable de te rendre là. Parce que vous avez les mêmes types de sol. Si lui était avec lui, je dirais, bien, garde, c'est là qu'on peut se rendre. Dans une prairie en permanence, on devrait se situer à peu près au moins ici, là. Au moins ici. La problématique d'une prairie en permanence, c'est qu'à un moment donné, on ne renouvelle pas non plus les racines. Nous autres, ce qu'on veut toujours, c'est d'avoir un milieu qui va se renouveler puis qui va avoir une diversité au niveau des racines. Quand on parle de santé des sols, ce qu'on veut démontrer, c'est la capacité d'infiltration. Quand j'ai un sol qui est conventionnel, ma capacité d'infiltration va être beaucoup diminuée. Et le but un peu de l'échange qu'on va avoir ce matin, c'est de comprendre ce qui se passe dans les sols. Moi, je suis vraiment là, dans la section diagnostic, comprendre les phénomènes qui se passent dans les sols pour adapter les stratégies qu'on va mettre en place. Parce qu'on parle de culture de couverture, il faut faire des diagnostics. On a souvent cette attitude-là. Tu appelles le médecin et tu lui dis « je suis malade », puis tu veux qu'il te donne un traitement. Tu n'accepterais pas ça. On n'accepterait pas ça. Donc, il faut se donner des outils pour aller voir l'état dans lequel on est. Quand je suis dans cet état-là ici, puis moi, je suis plus en grande culture, c'est sûr que je ne dis pas à ce producteur-là qu'on s'en va en semi-direct. J'ai des problèmes là. Il faut que j'adapte ma stratégie dans le temps pour arriver à jusqu'à l'autre étape. Donc, c'est le défi. Et plus mon sol est en santé, bien, ce que je vais voir aussi, c'est des caractéristiques au niveau de l'eau. Fait que là, on passe ici. C'est notre simulateur de pluie. On a différents types de profils qu'on a mis en place, auxquels on a appliqué une pluie équivalente à presque 2 pouces en quelques minutes. On y est allé fort un peu. Ça, c'est un couvert de culture de couverture qui a été planté il y a quelques semaines. Ici, on est en semi-direct. Ça, ici, ça a été pris dans l'allée, juste en arrière. C'est le champ d'ici. Et ces deux sols-là, c'est des sols qui sont en plus ou moins bonne forme. Donc, la première chose qu'on voit quand il y a une pluie, c'est le ruissellement. Fait que la bouteille du devant nous donne une idée de l'eau qui a ruisselé sur ces sols-là dans le peu de temps qu'on a eu. Et la bouteille du dessous nous donne une idée de l'eau qui s'est infiltrée. Et ce qu'on veut, c'est d'avoir un minimum de ruissellement pour un maximum d'infiltration. Et quand on parle d'infiltration, il y a deux volets très importants au niveau de l'infiltration. L'eau dans le sol, elle bouge comment? Est-ce que vous savez comment l'eau bouge dans le sol? Dans plein de directions. Pardon? Dans beaucoup de directions, un peu. Dans beaucoup de directions? Il y a l'infiltration. OK. Quand il y a une pluie, l'eau va rentrer dans le sol quand elle a la chance de s'infiltrer et elle va remplir les pores, les macropores, les micropores. Et toute l'eau qui n'est pas attachée au sol, parce que l'eau, elle est vraiment littéralement retenue par le sol. Donc, toute cette eau-là qui n'est pas retenue par le sol, c'est l'eau de gravité. Donc, dans le cas qui nous occupe ici, c'est toute l'eau qui a passé au travers. Ça, c'est de l'eau de gravité. Et l'eau qui est retenue par le sol, parce qu'une racine, si vous la mettez dans l'eau, ce n'est pas l'eau qui rentre dans la racine, hein, vous savez? C'est la racine qui suctionne l'eau. L'eau, elle est suctionnée par la racine. Donc, j'ai une particule de sol, j'ai une molécule d'eau qui va s'attacher à cette particule-là, qui va être retenue par le sol. C'est le sol qui retient la particule d'eau. Et là, j'ai une autre molécule qui va être retenue, et une autre, et une autre. Et là, j'ai une racine. Et la racine va suctionner l'eau. Et elle va suctionner l'eau, et elle va suctionner l'eau jusqu'à temps que sa capacité de succion soit plus petite que la capacité de rétention par la particule de sol. À ce moment-là, on arrive au point de flétrissement. OK? Donc, plus j'ai de macropores dans mon sol puis de micropores, plus c'est intéressant.
mais surtout, plus j'ai de surface de contact, ça va être intéressant. Et c'est là que plus j'ai de surface de contact, plus j'ai une quantité d'eau qui va être retenue par le sol, donc qui ne sera pas partie en gravité, et qui va permettre à la plante de se nourrir le plus longtemps possible. Donc, c'est ce qu'on voit ici dans ces différentes parcelles-là. Vous voyez qu'il y en a qui a eu beaucoup d'érosion. Fait que toute cette eau-là qui a ruisselé, bien, ça fait que quand j'ai du soleil puis des sécheresses, bien, elle n'est pas disponible à mes plantes. Quand on regarde les valeurs environnementales, tous nos voisins se plaignent qu'on pollue nos cours d'eau. Mais moi, ma plus grande peine quand je vois ça, c'est pas la pollution des cours d'eau, c'est le fait que cette eau-là n'est pas dans le champ pour nourrir mes plantes. C'est là que je veux qu'elle soit. Donc, je veux améliorer l'infiltration. Et pour améliorer l'infiltration, il y a 2 étapes. La première, c'est d'avoir un couvert. Et le couvert, essentiellement, ce qu'il fait, c'est qu'il empêche l'impact de l'eau sur le sol. Donc, il empêche la première destruction de l'eau. Il maintient un ruissellement. Et la deuxième chose, c'est que je veux absolument aller travailler sur l'infiltration. Je veux absolument qu'il y ait le plus d'infiltration possible. Pas nécessairement pour aller en eau de gravité, mais plus mon infiltration est intéressante, puis si je compare ce bac-là ici à celui-là, bien lui a probablement beaucoup plus de macropores, de micropores, parce que j'ai beaucoup moins d'eau qui a carrément passé. Oui, il y avait une question? Excuse. Tu dis que l'eau, tu veux la garder dans ton champ, mais avoir la couleur de l'eau, c'est aussi la terre que tu veux garder en étant dans le champ. Oui, c'est sûr. C'est sûr que si elle est dans mon champ, la terre va aussi rester dans mon champ. Et à titre d'information, savez-vous quand est-ce que le ruissellement commence dans le champ? Quand est-ce que l'eau commence à bouger dans le champ? Donc, le ruissellement ne commence pas nécessairement quand le sol est saturé. La minute que j'ai rien pour protéger mon sol s'éclate en plus petites particules, puis ces plus petites particules-là vont remplir les pores et les micropores, et c'est là qu'on voit la battance. Mais le ruissellement, lui, commence quand le film d'eau qu'il y a sur la surface du sol est égal à la moitié du diamètre de la goutte d'eau qui tombe. Si vous lancez un ballon dans la piscine, il ne rentre jamais complètement dans l'eau, le ballon. OK? Il va rentrer à peu près à la moitié, il va ressortir, puis il va se mettre à flotter. C'est le même phénomène avec l'eau de pluie. Elle descend, et si le film d'eau est plus épais que son diamètre, bien, elle va faire comme un ballon. Elle tombe sur l'eau et elle va se remettre à flotter. Plus le sol est couvert, parce que ce que le résidu fait finalement par rapport à la goutte d'eau, c'est que c'est lui qui absorbe l'impact. Et comme il absorbe l'impact, bien là, j'enlève tout le phénomène de déstructuration de surface, ce qui fait que mes macropores vont rester ouvertes davantage, et là, mon infiltration va être améliorée à la surface. Fait que ça, c'est ce que je veux faire. C'est ça que le résidu fait à la surface du sol. Quand je n'ai pas de résidu à la surface du sol, ma goutte d'eau, elle frappe directement sur le sol. Et le setup qui est fait ici, ça, c'est 1 mètre de distance. Et quand une goutte d'eau a atteint 1 mètre, elle a atteint sa vitesse et son impact. Fait que la goutte d'eau qui tombe ici, puis celle qui tombe du ciel, c'est la même par rapport au sol. Donc, le résidu va avoir un impact, premièrement, sur l'impact. Donc, en surface du sol, le résidu va permettre cette infiltration-là. Ma responsabilité, c'est en dessous de ça. Vous aviez une question? Oui, parlez-nous de ces sols très argileux où on arrive en sécheresse l'été, où c'est très dégradé, puis qu'on voit ces crevasses carrément, là. Il se fait comme ça, là. Oui, comme... Ouais. Des fois, on fait attention de mettre le pied dans le bon sens. Parlez-nous de ces sols. Mais plus le sol est argileux, plus il a une cohésion, plus quand il y a une sécheresse, il va vraiment rapetisser puis se rétrécir puis tomber. Et c'est pour là que je vois passer des craques. Mais ces sols-là ont aussi une grande capacité d'agrégation. Et plus je vais avoir une agrégation importante, moins ces craques-là vont être importantes. Parce que quand il n'y a plus d'eau, lui, il rapetisse, il shrink, il est vraiment problématique. Comment je fais pour améliorer la micropore et la macropore
après ma surface. Parce que là, j'ai laissé des résidus, j'ai installé des gazons, j'ai installé des cultures de couverture, puis ma surface, là, j'ai protégé ça. Mais la profondeur, elle, qu'est-ce qui influence cette agrégation-là? Parce que ce que je veux en profondeur, c'est des macropores puis des micropores qui sont le plus stables possible. Parce que l'eau, quand elle apporte ici des sédiments avec elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'en frappant là, elle a détaché les particules de sol. Le même phénomène arrive en profondeur. Si mon eau rentre en profondeur puis que mes agrégats ne sont pas stables, quand elle va éroder le tour de mes macropores, elle va aussi dégager ces particules-là qui vont remplir mes macropores et au bout du compte, je vais avoir de l'eau qui va s'accumuler à surface malgré les résidus et quand j'ai assez d'eau, je vais avoir du ruissellement. Ce que les résidus vont faire, c'est qu'ils vont limiter la vitesse de déplacement. Donc, je risque d'avoir moins d'eau qui se rende très loin, mais je vais encore perdre de l'eau pareil. Donc, qu'est-ce que je veux comment je fais pour améliorer ma structure en profondeur? Comment je fais pour améliorer l'agrégation? Qu'est-ce qui fait que quand je vais avoir deux particules de sol qui vont être une à côté de l'autre, quand l'eau va passer, elles vont rester une à l'autre. Qu'est-ce qui fait que deux particules de sol se tiennent une à l'autre? De la glomaline. Quand tu as des enfants de 5-6 ans ici, ils répondent à cette question-là parce qu'eux autres, ils disent pour que deux choses tiennent ensemble, ça prend de la colle. Fait que ce que je veux, c'est que mes particules de sol, ils ont besoin de cette colle-là. Et plus je vais avoir de la colle dans le sol, plus mes particules vont se tenir ensemble, plus la capacité d'échange cationique, la matière organique, plus tout ça va fonctionner. Mais elle vient de où, cette colle-là? Regardez ici, juste pour vous parler, quand on parlait de capacité de rétention des sols, je voulais juste souligner ces deux échantillons-là. Ici, on a un sol compacté, donc on a une infiltration qui se fait en surface, mais la compaction fait en sorte que je n'ai pas de micropores ni rien. Donc, on voit que la surface de contact est minimisée. Donc ici, j'en ai pas d'eau. J'ai pas de rétention d'eau. Fait que mes racines vont être capables de se nourrir là, mais ils ne pourront pas aller se nourrir en profondeur. Donc, mais mon système racinaire ne grandira pas. Alors qu'ici, j'ai un sol qui est très bien structuré. Fait que vous voyez qu'il y a beaucoup de canaux. L'eau qu'on voit, c'est l'eau de gravité. Mais c'est aussi, ça indique aussi tout l'espace où je vais avoir beaucoup d'eau qui va être retenue par le sol, donc qui, dans le temps, va nourrir. Donc, qu'est-ce qui produit de la glomaline dans le sol? On a dit les vers de terre. Mais surtout... Qu'est-ce que c'est la glomaline? C'est une protéine? La glomaline, c'est carrément des excréments. C'est des exudats de micro-organismes. Particulièrement les bactéries puis les champignons, c'est eux qui vont produire le plus de glomaline dans le sol. Et ça, c'est notre chaîne alimentaire dans le sol. Il y a ça dans tous nos sols. Plus il y en a, plus notre sol est en équilibre, plus notre sol est nourrissant pour les plantes. Le rôle essentiellement de la chaîne alimentaire, c'est de prendre ces résidus-là. Et là, les gros vont les transformer en plus petits morceaux. Ils vont les manger. En s'en allant, il y a les autres qui vont prendre les plus petits morceaux, ils vont les manger, il va y avoir des excréments. Il y a de ces individus-là qui se nourrissent carrément des excréments des autres parce que les morceaux sont restés gros dans les excréments, pour faire en sorte que quand j'ai fini de décomposer ça, qu'est-ce qui me reste? Ben, c'est ça qui reste. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste du carbone, il me reste de l'azote, de la potasse, du potassium, du phosphore, du magnésium, du sélénium, du zinc, du cuivre. Il me reste les éléments nutritifs. Et ces éléments nutritifs-là, ils servent à quoi? Ils servent à nourrir ma racine. Donc, plus ma chaîne alimentaire est efficace, plus je vais avoir de nourriture disponible à mes racines. Mais mes racines, elles, est-ce qu'elles sont capables d'aller chercher ces éléments-là comme ça? Les racines vont aller chercher une équipe de travail qui sont les bactéries et les champignons. Et dans le sol, ça se passe vraiment de cette manière-là, de dire, il y a une racine qui s'installe, puis elle va crier « J'ai besoin de phosphore ».
Et là, j'ai un mycorhize qui s'en vient puis qui dit « J'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai. » Et là, il se parle. Moi, j'ai du phosphore. Qu'est-ce que tu me donnes pour le phosphore? Il y a des chances qui Oh, ne donne rien pour rien. on n'est pas marchandeux spontané, là. Ça vient des racines, ça. Ok. Fait que tu me donnes quoi, là? Regarde. OK. Il s'apprend de quoi? Eh bien, tu me donnes rien, toi? Oh, bon. J'ai du phosphore ici, là. Ben là, il faut que tu manges, hein. Il faut que tu en donnes. Alors, l'échange se fait au niveau de la sève. La racine va fournir les micro-organismes, les bactéries, les champignons en sève. Et la sève est à ce point fine que c'est elle qui définit la commande. La sève va être faite en fonction de... La plante dit « j'ai besoin de phosphore » et dans la signature de la sève, il y a « j'ai besoin de phosphore ». J'ai besoin de zinc. Dans la signature de la sève, il y a la commande de zinc et ça va chercher les bactéries et les champignons particuliers. Et plus j'ai cet échange-là commercial qui se passe dans le sol, plus j'ai de champignons et de bactéries, plus j'ai d'une grande production de glomaline et donc plus j'améliore la structure de mes sols en profondeur, la stabilité de mes micropores puis de mes macropores. Donc, une infiltration qui va se faire en profondeur et qui va assurer une meilleure alimentation en eau et de ce fait, une meilleure alimentation en bactéries et en champignons aussi. Ça a de l'allure? Ça a du bon sens. Ça a du bon sens. Ça fait un bon échange. La prochaine question, c'est quoi? On pourrait se dire, de la glomaline, ça dure-tu longtemps? Ça dure à peu près un mois. Ah, pas plus que ça. Et tu ne Non. fais pas à longueur d'année? Ça se fait à longueur d'année, mais la glomaline produite, elle va avoir une pérennité à peu près un mois. Après un mois, c'est pas complètement défait, mais ça commence à se dégrader. Ça s'explique bien quand on fait du maïs sur un retour de prairie. Le maïs sur le retour de prairie, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de fertilisants. Parce que mon système est hyper. J'ai plein de monde qui transporte de l'azote, puis de toutes sortes d'éléments, puis j'ai des racines qui sont contentes, puis là, ben, je revire ma prairie, mais là, mon monde est encore là, ils ne savent pas encore que le chômage s'en vient, là. Puis là, je mets des racines, ça fait qu'eux autres, ils sont encore en mouvement. Mais la deuxième année de maïs, là, ils ont dit, wow, wow, là, nous, on ne travaille pas gratuit. Et la deuxième année, on est obligé d'augmenter beaucoup nos doses de fertilisation parce que notre sol ne le fournit pas. C'est pas que tout d'un coup, il n'y a plus d'azote dans le sol, c'est juste que ma main-d'œuvre n'est pas là. Mais cette main-d'œuvre-là, elle vit de quoi? Toute cette main-d'œuvre-là vit de résidus. Mais mes derniers ici, là, ils vivent de quoi, eux autres? Parce qu'eux autres, il n'y en a plus, là. Eux autres, l'azote est là, là. Puis s'ils le donnent, c'est pas eux autres qui le mangent. De quoi ça vit, ces gens-là, ici? Des racines. Matière organique. Non, là, tout se refroidit. Lui, il était pas mal plus chaud. De la sève. C'est vraiment de la sève de racines vivantes. D'où l'idée, dans nos stratégies de plus en plus, pour arriver avec des systèmes qui sont très, très vivants, d'avoir des racines vivantes le plus longtemps possible dans l'année. Dans nos rotations, puis je regrette, je suis pas mal plus spécialisée en maïs puis en grande culture, que, tu sais, on a des rotations qui font qu'à tout moment dans l'année, j'ai des grands bouts de temps où j'ai rien qui pousse du tout. Et la même chose ici, quand on parlait de culture de couverture, dans l'entre-rang, entre deux rangs de vignes, si je dois renchausser ou pas, bien, j'ai des grands bouts d'année où j'ai des sols qui sont carrément nus. Alors, plus je vais mettre de racines dans le sol, plus je vais nourrir mes bactéries, mes champignons, plus je vais approfondir mon profil de sol, bien, je vais avoir beaucoup de nourriture pour mes plants de vigne, puis je vais aussi amener ces plants-là à descendre en racines beaucoup plus profondément. Mais dans le fond, dans une prairie permanente, comme l'entre-rang en gazon permanent, il y a toujours des nouvelles racines qui se forment. Oui, par contre, les prairies, les gazons permanents, c'est beaucoup de la graminée. Et la graminée, ça ne va pas nécessairement très, très, très profond. Fait qu'il faudrait peut-être penser à tout le moins renouveler une fois de temps en temps et ajouter des cultures qui vont aller chercher des profondeurs plus importantes. Ça veut dire que
ça prend des cultures où la racine descend plus profond. Oui, Donc, parce que c'est exactement, quand on parle de culture de couverture, et là, je ne sais même pas combien de temps il me reste, ce serait juste m'enligner. Quand on parle de culture de couverture, l'étape suivante, c'est de dire quels sont les objectifs que je vise maintenant. Comment je veux meubler, juste, tu sais, on marche ici, puis ce qu'on voit, c'est le gazon. Puis là, on dit, il y a 4 cm, il y a 2 cm de grandeur, c'est confortable, Mais on ne pense pas beaucoup à aller creuser. Combien d'entre vous avez fait de profil de sol cette année? Là, conseiller exclu. Producteur agricole. Et c'est pas différent ici qu'ailleurs. J'ai eu la chance d'aller en Australie au début du mois de juillet, puis je demandais aux producteurs combien de vous avez fait des profils de sol, puis je pense qu'en Australie, ils ne savent même pas c'est quoi une pelle. Fait qu'on est déjà un petit peu plus avancé, on sait c'est quoi une pelle. Là, ça, il faut s'en servir. Mais de creuser, on se rend compte que quand on creuse ici, on a ça de très intense de racines, puis rapidement, on tombe dans rien du tout. Alors, je veux meubler l'aérien. Les plantes vont me donner différentes... Tu sais, je vais avoir des plantes à architecture droite, je vais avoir des plantes à architecture buissonnante, j'ai des plantes de saison froide, de saison chaude, et ça va être la même chose dans le sol. J'ai des plantes qui vont travailler extrêmement à la surface, mais j'ai des plantes qui vont aussi aller en profondeur. Puis ces plantes-là, bien, il faut les choisir. Et c'est pour ça que quand on commence à parler de culture de couverture, il faut, là, se dire, quelle est ma situation? Moi, je fais un diagnostic bobette. Quand vous allez voir Louis, lui, il utilise la pelle, il va vous parler du profil de sol. Fait qu'à partir des informations que j'ai recueillies, quelles sont les stratégies que je dois faire? Est-ce que j'ai un problème de compaction? Est-ce que quand je fais mon profil à 8 pouces, j'ai un problème de compaction? Donc, ce que je vais choisir comme stratégie, il faut que ce soit une stratégie qui soit adaptée à mon problème de 8 pouces. Et non pas dire le régras se vend bien, je peux avoir de la facélie, je peux mettre du trèfle incarnat. Non, c'est pas le trèfle incarnat ne doit pas s'adapter au problème, c'est reconnaître son problème, reconnaître où on veut aller pour adapter le choix, par exemple, des cultures de couverture. J'ai des producteurs agricoles qui veulent commencer à faire du semi-direct, par exemple. Et une des préoccupations quand on commence à faire du semi-direct, c'est le réchauffement des sols au printemps. Qu'est-ce qui fait qu'un sol se réchauffe plus ou moins vite au printemps? Sa rapidité de drainage? C'est l'eau qu'il y a dans le sol qui fait. Et quand on parle de drainage, là, on parle d'eau de gravité. Mais en même temps, je veux qu'il y ait une capacité de rétention. Je ne veux pas flusher toute l'eau qu'il y a dedans. Donc, au printemps, il y a la gravité et il y a l'évaporation. Fait que si j'ai un sol qui est compacté à 8 pouces, je viens de limiter la gravité. Puis si je mets des résidus à grandeur, je viens de limiter l'évaporation. Donc, je ne suis pas dans une situation gagnant-gagnante. J'ai un petit problème. D'où les stratégies que j'ai à mettre en place. Et une des stratégies, bien, ça peut être du sous-solage pour le 8 pouces, mais ça va être de choisir des cultures de couverture qui vont me laisser des résidus noirs. On ne se pose pas de dire, ah, quel type de résidus je veux avoir et quel va être l'impact de ces résidus-là. Et il y a des plantes qui donnent des résidus noirs. Quelle quantité de résidus je veux avoir après ma saison? Quelle longévité? C'est quoi le rapport carbone-azote des résidus qui vont être en place? Si le rapport carbone-azote est de 10-12, je ne vais pas avoir de problème. Mais si je travaille avec de la paille et que le rapport carbone-azote est de 80, elles vont être là longtemps, ces pailles-là. Donc, dans le choix des cultures de couverture, on se doit de dire qu'est-ce que je m'attends de ces cultures-là. Et après ça, on peut choisir. Puis là, je trouve ça intéressant. Je vous présente un carton qui est tout sale. J'en ai un qui est propre en dessous. OK, c'est bien.
Mais simplement parce qu'il est sale, parce que l'éclatement du sol, puis ça aussi, c'est une preuve de sol qui n'est pas en santé. Mais on travaille de plus en plus, on a créé des tableaux où on met des caractéristiques. Je veux une persistance de paillis, je veux rebâtir mon sol, je veux une rapidité de croissance. Et là, ça nous permet de dire, moi, c'est ça que je veux, et il y a cette plante-là, celle-là, celle-là. Je vais travailler avec ces plantes-là dans mon choix de culture de couverture. Et dans le temps, les cultures de couverture vont aussi évoluer. Quand je pars d'un sol compacté, je vais avoir des cultures de couverture que je veux qu'ils soient avec des racines qui vont s'installer rapidement. Mais là, je vais y aller en pas... Je ne peux pas attaquer tout mon profil en même temps. Il faut que je le descende, mon profil. Fait que je vais travailler avec des cultures qui vont vraiment travailler sur mon profil de surface et au fur et à mesure, je vais rajouter des cultures qui vont aller percer de plus en plus profondément. Est-ce que c'est disponible en quelque part? Ça? Oui, je vends les tableaux à la fin de la journée. J'en ai 2. Donc, en fait, oui, on espérait avoir, on n'a plus de petits cahiers, on a des petits cahiers qui parlent de tout ce que vous allez entendre aujourd'hui et une grande section sur les cultures de couverture. Je pourrais les faire parvenir Oui. puis vous pourriez les recevoir. On a une version PDF aussi, mais moi, je suis très, très vieille. J'aime ça, avoir tourné des pages, puis quand je vais au champ, je le traîne, puis... parce que la version PDF, des fois, est compliquée au champ. Fait que je vais vous faire parvenir, on devrait les recevoir là. À tous les matins, on espère avoir la boîte sur notre bureau. Fait que je t'en ferai parvenir une 50aine de copies que tu pourras distribuer. Oui, après c'est toi. La compaction, l'infiltration, puis toutes ces données-là sont en fonction de la granulométrie de ton sol. Tu ne peux pas avoir toutes ces différentes facilités-là si tu as des sols qui ont des granulométries bien différentes. Fait que quel est le rôle de la granulométrie? La granulométrie, à mon avis, c'est la définition que je travaille le plus avec, ça va définir le potentiel réel de ton sol. Où tu vas chercher cette information-là? Bien, en fait, moi, depuis ce que je me suis rendu compte, c'est que ce qui est intéressant de faire, c'est d'aller chercher des comparables. On a toujours dans nos champs des zones qui fonctionnent super bien. Puis après-midi, on va le voir aussi. Là, vous allez faire le profil dans un profil, puis on va en faire un autre après-midi où on a vu une zone un petit peu plus problématique. Fait qu'on a des zones qui fonctionnent très, très bien, puis on a des zones qui fonctionnent très, très mal. Et ça, c'est en faisant ce test-là chez vous que vous êtes capable de dire, moi, je peux me rendre jusque-là. C'est ça mon potentiel. T'sais, un sol en santé, là, de remettre un sol en santé, ou à tout le moins de le maintenir, c'est comme de se dire, on va courir un marathon. Combien d'entre vous sont prêts à courir un marathon demain? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en atelier toute la journée, mais demain, il y en a combien qui viennent faire le marathon? C'est 42,2 km, hein, un marathon? OK. Fait que je vois que ça ne tente pas grand monde. Mais dans 1 an, dans 2 ans, on est tous capables de courir le marathon. Il n'y a pas de problème à ça. La différence entre moi et toi, ça va être dans la volonté de le faire. Fait que si elle a dit, moi, je veux courir un marathon, puis je me donne déjà un objectif de 2h30, elle va lâcher sa job, elle va s'engager un entraîneur, elle va avoir un kinésio, elle va avoir un nutritionniste, une psychologue, puis elle va mettre tout son temps et son énergie là-dedans. Et j'ai des producteurs agricoles qui l'ont fait, qui disent, je dois améliorer mon sol. Ça fait que cette année, je ne fais que mettre mon sol en santé. Je ne récolte rien. Toutes les interventions que je vais faire sont en lien avec remettre en santé. Mais moi, je ne veux pas lâcher ma job, j'ai des enfants, j'aime tricoter. Fait que finalement, j'ai juste une demi-heure par jour pour un entraînement marathon. Je vais le courir, le marathon, dans 2 ans, si je mets cette demi-heure-là. Fait que lui, s'il va doucement en changement, ça va prendre 8 ans. Mais il va y arriver. Il va y arriver. On va y arriver. La granulo, c'est vous et moi. Vous, vous êtes de l'argile, moi, je suis du sable. On part au marathon, au même rythme, vous allez finir avant moi. Au même rythme, vous allez finir avant moi. Alors, ce qui est intéressant, c'est de dire,
prenez dans vos champs quelque chose qui va très bien, quelque chose qui va moins bien, et ça va vous donner le potentiel que vous pouvez atteindre dans vos champs. C'est évident que les argiles, c'est des sols qui ont une capacité, un potentiel plus élevé pour certaines cultures. Dans d'autres cultures, on aime mieux plus rocailleux, plus sableux. Fait que la granulo, pour moi, c'est le potentiel. Le reste, c'est nous autres qu'on a à développer ce potentiel-là. Tous les sols sont capables de beaucoup, mais je pense qu'au Québec, actuellement, on a beaucoup de sols conservateurs sur la bobette. Ils veulent conserver ça, vous autres. Oh oui, non, regarde, on ne veut pas gaspiller. C'est ça. Je dis, quand on a sorti nos bobettes, mon collègue de travail était en vacances, puis quand il est revenu, je lui montrais ça, puis je disais, quel titre on pourrait mettre? Puis là, je disais, on va mettre, est-ce que votre sol est sexuellement actif? Ça devrait pogner un petit peu. Puis mon collègue, il dit, non, Odette, exagère pas, on va dire, est-ce que votre sol est biologiquement actif? Alors, depuis ce temps-là, quand il arrive le matin, je lui demande toujours, as-tu été biologiquement actif hier? Puis il me répond pas. Alors, tu demandais l'autre question. Oui, mais non, mais est-ce que ça vous a aidé un peu? Est-ce que ça vous a éclairé sur des trucs que vous vouliez pas vraiment parler? C'est bon, on va parler du potentiel bobette des sols. Moi, je veux l'essayer. 100% coton. Il faut vraiment que ce soit 100% coton et pas blanche et neuve. Ah, ben moi, je pensais utiliser ce que j'avais. Après, je l'ai jeté. Il dit, moi, je veux m'en acheter des neuves. Puis Mais 100% coton. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai pesées. Elles sont toutes pesées. Fait que le 90%, c'est vraiment une question de poids. Et comme l'élastique est sorti de terre dans tous les champs, j'ai aussi isolé l'élastique quand j'ai pesé. Donc, mon 90% de décomposition, c'est vraiment en lien avec tout sauf l'élastique. Fait qu'on a le... Mais si je rajoutais l'élastique, on a les... Ça, c'est un fossé 4 pouces, vous m'avez dit, à peu près 4 pouces vertical, puis après ça, horizontal. Puis, on peut-tu espérer qu'il y en ait plus en profondeur? Ça se passe surtout en surface? Oui, la zone très active au niveau de la microbiologie, au niveau de la vie microbienne, c'est dans les pousses, les laits. Parce que plus je vais en profondeur, moins j'ai d'air, moins j'ai de bactéries. Par contre, autour d'une racine, on peut avoir jusqu'à 5000 fois plus de vie microbienne dans le pouce autour de la racine que... Alors, plus je m'éloigne des racines, moins j'ai de vie microbienne. Mais quand on a notre vie microbienne là, on est déjà très heureux. C'est sûr que les racines de vigne, dans l'horizon de surface, il y a le petit chevelu racinaire qui sert à l'alimentation, qui est plus ou moins abondant là, selon les vignobles. Puis après ça, ça descend vraiment en profondeur. Oui. Les racines de profondeur veulent aller chercher l'eau. Ouais. Alors, plus ma capacité de rétention va être grande, plus mes racines vont être capables de s'installer en profondeur. Et je ne connais pas beaucoup les vignes, mais quand je vais en France pour parler de ce genre de trucs-là, évidemment, en France, on boit beaucoup de vin. On finit toujours par parler de ça. Et les gens qui commencent à travailler de plus en plus avec des couverts végétaux, ils se rendent compte que l'enracinement s'approfondit au niveau des vignes aussi, parce que dans l'entre-rang, je meuble cette zone-là de racines et j'améliore mon sol, ce qui fait que, de facto, ça va aussi améliorer la zone racinaire de la vigne. Fait qu'elles vont chercher plus de nourriture. Vous avez apporté un beau caillou. Ah, mon Dieu Seigneur! Je l'ai oublié. Ce sol-là, ici, je ne me rappelle plus lequel des deux, le voisin de ce sol-là, ah, mon Dieu! C'est ce sol-là. Fait que... C'est une roche, ça? Non, c'est c'est de l'argile un petit peu compactée. Ben, il n'y a rien qui pousse là-dessus, là. Ben, vous le laissez là, il n'y a rien qui pousse. Non seulement il n'y a pas grand-chose qui pousse, mais il n'y a pas grand-chose qui se décompose non plus. Mais c'était simplement pour vous dire que ce sol-là, c'est comme s'il était ici, là. Fait qu'on a travaillé très fort pour faire cet échantillon-là.
Puis on l'apporte tout le temps pour dire, bien ça, c'est des sols agricoles, là. Hein? Ça, c'est vraiment dans des champs, là. On n'a pas pris ça sur le bord du chemin, c'est vraiment dans le milieu d'un champ, ça. Fait que la compréhension de ça ici, là, ça ici, c'est ici, là. C'est une bobette qu'on n'a pas enterrée. Parce qu'elle rentrait pas. Fait que c'est simplement pour montrer qu'il peut nous arriver de... On peut dégrader des sols qui ont un potentiel extrêmement, extrêmement intéressant, mais rendu comme ça, là, ils craquent même plus l'été. Ben non, c'était possible. Fait que c'est simplement pour démontrer cette... C'est un peu en lien aussi à la profondeur, dans le fond, qu'on veut travailler. Non plus, les lignes, je connais moins ça. Je ne savais pas... C'est jusqu'où tu veux vraiment l'améliorer pour dire, OK, là, les racines vont aller chercher... tu veux l'améliorer tu veux aller le plus profondément possible. Tu veux aller le plus profondément possible. Parce que les racines, ils vont aller aussi très loin. Le radis, le tillage radish, c'est une carotte qui, dès qu'elle attrape un peu de compaction, elle va sortir du sol. Par contre, elle a une racine pivotante extrêmement intéressante. Et quand cette racine-là est capable de passer à travers une zone compactée, elle peut se rendre à 10 pieds. Et ce qu'a fait la racine, c'est qu'à 10 pieds, il n'y a pas grand-chose, mais... Oui. Puis ça, c'est des trucs qui ont été... C'est l'Université de Pennsylvanie qui a observé, qui a fait ce genre de travaux-là. Oui, des sols quand même assez denses en profondeur. Oui, mais les racines, ils vont aller partout où il y a une petite fente, ils vont aller là. Fait que quand mon sol est très compact, je vais travailler avec des racines très, très fines pour aller dans ces petites craques-là. Et au fur et à mesure que mon sol devient moins dense, bien, je vais aller avec des racines de plus en plus grosses qui vont être capables de meubler et d'attacher et de produire cette glomaline-là que j'ai besoin. Mais le radis est capable de descendre à de très grandes profondeurs. Et ce qu'il fait à ces profondeurs-là, c'est qu'il va chercher le peu d'éléments nutritifs qu'il y a là. Il le ramène dans ses racines et le ramène dans son bulbe. Et quand il décompose, quand ce bulbe-là se décompose, ces éléments-là se trouvent à se coller au sol autour. Et ça, si dans la revue littérature, on trouve ces informations-là, ça donne une fertilité beaucoup plus grande au sol. Donc, on utilise notre culture de couverture pour améliorer notre fertilité de sol aussi. Et plus je vais aller en profondeur, bien plus mon bac de nourriture, ma zone d'alimentation en eau augmente. Ce sol-là ici, quand on a commencé à travailler là, il était jaune comme ça jusqu'à la surface. Et les premières années qu'on a mis des cultures de couverture, ça fait une douzaine d'années, il y avait de la moutarde, elle est venue comme ça. C'est vraiment décourageant. Et aujourd'hui, là, la moutarde est encore décourageante parce qu'elle est trop grosse. Mais vous voyez le sol, comment il a changé de couleur, matière organique, mouvement des vers de terre. Les vers de terre, les années secs peuvent aller à 10-12 pieds. Ils vont aller jusqu'à la nappe phréatique. Alors, à chaque fois qu'un année sec creuse son tunnel, bien, il ramène du sol en profondeur. Il aère tout ce profil-là. Fait qu'à chaque fois que je l'approfondis, j'améliore ma zone de nutrition pour mes plantes.